Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour la rentrée de Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TV Liberté. Vous le savez, une crise a éclaté le 28 juillet dernier à Niamey, au Niger, avec le renversement du président Bazoum par l'armée. Et depuis près d'un mois, la tension ne semble pas redescendre entre les putschistes et la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui veut rétablir le président. Alors, nous redécouvrons les crises en Afrique, dans l'ancien empire colonial français, dans l'espace francophone actuel, et une crise qui menace pas seulement l'équilibre subsaharien, alors que le contexte mondial est déjà largement déstabilisé en raison de la crise en Ukraine, de la guerre en Ukraine. Et c'est donc clairement que la situation au Niger peut impacter celle en France. Alors pour comprendre la situation, nous accueillons Nicolas Normand. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Vous êtes ancien ambassadeur de France en Afrique, dans plusieurs États d'Afrique, notamment au Mali, au Congo-Brazzaville et au Sénégal. Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous connaissez ce continent, sa politique, ses sociétés méconnues en France et en Europe. Et vous avez d'ailleurs publié un ouvrage indispensable, Le Grand Livre de l'Afrique, en 2022, aux éditions Erol. D'ailleurs, je vais vous citer. On ne peut plus ignorer l'Afrique, disiez-vous, c'est au sud du Sahara que se joue la démographie, la croissance mondiale de demain, ou bien les drames humanitaires et écologiques de l'avenir. C'était l'accroche de votre livre, mais en vous lisant, on a le sentiment que c'est aussi ce qui se joue, ce qui se trame, plus particulièrement aujourd'hui, cet été, avec la crise au Niger. Monsieur l'ambassadeur, est-ce cela ? Oui, la crise actuelle au Niger est symptomatique d'une déstabilisation d'une partie de l'Afrique de l'Ouest, la partie Sahel, puisqu'il y a eu 6 coups d'État depuis 2000 dans 4 pays du Sahel et qui sont dus à une crise dont on va parler après, si vous voulez, qui est une crise multidimensionnelle. Toute l'Afrique n'est pas concernée par cette déstabilisation, heureusement. Il y a des parties de l'Afrique qui se portent assez bien. Il y a des parties de l'Afrique, certains pays, qui sont en crise durable depuis pas mal d'années. Merci, monsieur l'ambassadeur, pour ce résumé très condensé, qui résume en effet la crise actuelle. Pour en revenir aux faits, je vous propose un petit tour de l'actualité au Niger et dans les pays de la CEDEAO. Un mois après le coup d'État des militaires à Niamey, la situation reste tendue autour du Niger. La CEDEAO a refusé le 21 août l'idée d'une transition de 3 ans proposée par le général Tiani, l'homme fort du putsch, les pays d'Afrique de l'Ouest exigeant en effet le retour de l'ordre constitutionnel et gardant sur la table l'option de l'intervention militaire. La date de celle-ci aurait même déjà été fixée. La région retient son souffle alors que les militaires de Niamey sont soutenus par ceux au pouvoir au Burkina Faso et au Mali voisin. Les grandes puissances ne sont pas non plus en reste, alors que les États-Unis et la France disposent encore de troupes dans le pays. Une présence dénoncée avec virulence par la population locale, qui soutient ces nouvelles autorités. Dans un pays et dans une région en crise, frappée par le terrorisme, tout semble pouvoir basculer. Alors pour l'heure, comme nous l'avons compris, la CEDEAO n'est pas encore intervenue, mais conserve sur la table l'option militaire. L'Union africaine est assez divisée, elle est globalement en désaccord avec l'option militaire. Et l'Algérie voisine aussi, d'ailleurs nous venons d'apprendre, à l'heure où nous enregistrons, que l'Algérie vient d'envoyer une médiation dans 3 pays de la CEDEAO, au Nigeria, au Bénin et au Ghana. Il faut savoir que l'Algérie partage 1000 km de frontières avec le Niger. Nous pouvons voir sur cette carte réalisée par Choc du Monde, cette carte de la région et de la CEDEAO, que la crise en touche en effet de nombreux pays. La CEDEAO réclame la libération de Mohamed Bazoum. Ses troupes sont à la fois déployées et en attente. On ne sait d'ailleurs pas trop ce que cela signifie. Nicolas Normand, vous êtes diplomate, donc je présuppose un peu votre réponse. Mais l'intervention militaire de la CEDEAO est-elle, selon vous, excessivement risquée à l'heure actuelle ou tout à fait nécessaire ? Alors, l'intervention militaire de la CEDEAO est une option qui a été présentée par la CEDEAO. Ils disent qu'ils sont prêts militairement à intervenir, mais qu'ils voudraient quand même privilégier la négociation. Donc, il y a 2 options, une négociation
se poursuit, ou bien l'option militaire. L'option militaire, elle n'est pas très crédible pour des raisons techniques et militaires. Parce que soit c'est une opération commune pour libérer le président Bazoum pris en otage, et c'est très risqué parce que libérer un otage entouré de militaires, c'est une opération que la CEDEAO n'est pas en mesure d'assurer victorieusement, ou bien c'est une invasion plus classique du pays pour faire pression sur les autorités putschistes. Et à ce moment-là, c'est également une option risquée parce que la population sera poussée en avant par les putschistes pour être un bouclier humain au nom de la défense de la patrie. Et donc, ça risque aussi de ne pas fonctionner. Donc, l'option militaire, c'est un épouvantail. Il semble que beaucoup de gens y croient encore, mais personnellement, je n'y crois pas beaucoup. Donc, la CEDEAO va essayer de poursuivre la négociation. C'est ça qui va se produire. La négociation, au début, il n'y en avait pas du tout. La CEDEAO se voyait dans l'impossibilité de discuter avec le général Tiani, putschiste, mais le général Tiani a fait de petites ouvertures récemment. Il a reçu une délégation de la CEDEAO et il a annoncé une toute petite ouverture aussi, qui était qu'il allait pas rester indéfiniment au pouvoir, mais qu'il resterait 3 ans au pouvoir, donc une transition assez courte, sur le modèle copié sur ce qu'ont dit les putschistes avant au Mali et au Burkina Faso. Et donc la CEDEAO va très probablement renoncer à l'option militaire en disant qu'ils ont obtenu quelques concessions. Probablement que le président Bazoum finira par être libéré à condition qu'il parte à l'étranger en exil, et la CEDEAO présentera ceci comme une concession, même si ce n'est pas une vraie concession. Alors, vous dites en effet que la CEDEAO n'a pas les moyens d'intervenir. La France a-t-elle le besoin d'intervenir ? Certaines rumeurs ont en effet circulé sur le fait qu'une demande avait déjà été formulée par certains militaires au Niger avant que ceux-ci deviennent à leur tour putschistes. La France a été bousculée dans la région du Sud Sahel, du Mali, du Burkina. Faut-il envisager une intervention française ou est-ce totalement absurde à l'heure actuelle ? Alors, il ne faut pas envisager d'intervention française actuellement. C'était possible en second plan sans être visé dans les quelques heures qui ont suivi le renversement du président Bazoum et à condition que l'armée nigérienne elle-même intervienne avec un soutien français. L'armée nigérienne ayant finalement, le lendemain du putsch, le 27 juillet, elle a rallié les putschistes, elle a soutenu les putschistes, et donc une intervention militaire française est devenue impossible. La France n'est plus le pays qui est le gendarme de l'Afrique. Cette période est révolue et c'est une bonne chose. Il n'est pas possible à la France d'intervenir dans les affaires intérieures des pays africains aujourd'hui. Ça serait contre-productif. Tout le monde condamnerait cette intervention. Totalement contre-productif. Vous dites donc que ce serait clairement une ingérence. La crise au Niger, c'est aussi, semble-t-il, mais vous me corrigerez peut-être, monsieur l'ambassadeur, un affrontement entre deux modèles, des démocraties plus ou moins occidentalisées et des gouvernements militaires, au Niger maintenant, au Mali, au Burkina. Vous évoquez d'ailleurs le défi des démocraties africaines dans votre ouvrage, que nous avons évoqué dans l'introduction. Avec cette crise au Niger, devons-nous y voir une crise de la démocratie africaine ou, selon des critiques, des régimes plus ou moins, pardonnez-moi l'expression, fantoches, installés par des Occidentaux, en tout cas selon certains critiques? Alors, c'est effectivement une crise de la démocratie. Il se trouve que le président Bazoum, au Niger, était le meilleur chef d'État dans la région du Sahel, parce qu'il avait trouvé certaines solutions aux questions sécuritaires. Le nombre d'attentats djihadistes avait diminué assez fortement et la situation économique était en voie de s'améliorer. Cela étant, c'est un pays très pauvre, en situation très difficile, un pays enclavé, et la majorité de la population n'a pas d'emploi
est mécontente de sa situation. Et donc, le président Bazoum, quelles que soient ses qualités, qui étaient réelles, c'était un bon président, de la vie générale, pratiquement, n'a pas la baguette magique pour résoudre tous les problèmes de la population rapidement. Et donc, une partie de la population, notamment la population urbaine des jeunes, la moyenne d'âge de ce pays est de 14 ans, moins de 15 ans. Donc, une majorité de ces jeunes n'ont pas de perspective d'emploi et d'insertion dans la société. Et donc, ils sont mécontents de leur sort, de leur situation. Et donc, ils se rebellent contre le régime, démocratie ou pas, n'est-ce pas? Ils sont pour le changement en tant que tel. Ils veulent que ça change. Ils pensent que les putschistes, il faut essayer les putschistes, il faut essayer un nouveau régime chaque fois, le plus rapidement possible, chaque nouveau régime promettant d'améliorer leur situation. Et donc ces jeunes souhaitent le changement pour le changement parce qu'ils espèrent que ça va apporter une amélioration à leur situation. Donc vous évoquez l'état d'esprit de cette population très jeune. Un grand affrontement semble se jouer et on a l'impression que cette population a déjà choisi son camp. Un grand affrontement semble se jouer au Niger. C'est aussi pour cela que la situation est grave. La France et l'Occident s'opposent en Afrique à de nouvelles puissances émergentes, la Chine, la Russie. Et nous avons bien sûr vu des drapeaux russes dans les manifestations anti-françaises dont nous reparlerons à Niamey. Monsieur l'ambassadeur, comment jugez-vous la posture des concurrents occidentaux au Niger? Faut-il s'inquiéter de leur ingérence éventuelle? Écoutez, à mon avis, il ne faut pas beaucoup s'inquiéter de cela, malgré tout ce qu'on raconte, parce que la population du Niger, je vous l'ai dit, est en situation de crise. Donc, elle accuse les autorités, quelles que soient les autorités pratiquement, et elle accuse les partenaires de ces autorités. Les partenaires, ce sont les pays occidentaux, c'est la France. Donc la France sert de bouc émissaire. Par conséquent, la Russie exploite cette opportunité pour développer une propagande anti-occidentale et anti-française. Je dirais c'est de bonne guerre à la limite, puisque nous sommes en querelle, en dispute avec la Russie depuis 2014, depuis l'annexion de la Crimée, puis depuis l'année dernière avec l'agression russe sur l'Ukraine. Et donc, la Russie cherche un peu à sortir de son relatif isolement diplomatique en prétendant qu'elle combat l'Occident et qu'elle est dans le camp des victimes de l'Occident qui seraient les pays africains. Donc, c'est une propagande assez grossière, mais une partie de la jeunesse qui écoute, qui suit les réseaux sociaux, est sensible à la propagande russe. Voilà. Maintenant, cette propagande russe, elle est temporaire. La Russie ne peut pas s'installer dans des pays qui n'ont pas beaucoup de ressources. La Russie n'a pas les moyens d'aider ces pays. Donc la Russie les utilise, les instrumentalise contre les pays occidentaux. Mais ils ne vont pas tomber dans le camp de la Russie. La guerre froide d'autrefois est terminée, n'est-ce pas? Simplement, ils utilisent pays dans une propagande anti-occidentale. Ils cherchent à créer des nuisances pour les pays occidentaux. Mais ils n'apportent rien d'utile et de positif aux pays africains en crise. Vous avez évoqué l'opinion de la jeunesse africaine, de la population du Niger, qui accuse souvent la France de colonialisme et de pillage des ressources, ce qui est une musique lancinante plus largement parmi les populations subsahariennes depuis quelques années. Selon vous, monsieur l'ambassadeur, la France peut-elle encore gagner les cœurs et les esprits, ou est-elle désormais contrainte à des combats, disons, d'arrière-garde sur le continent ? Alors, c'est une question difficile, n'est-ce pas? La France a perdu assez largement les cœurs et les esprits dans de nombreux pays du Sahel. Pourquoi? C'est assez simple à comprendre. C'est que ces pays ne sont pas sortis de leur crise économique, ils ne se sont pas développés, et donc ils pensent que l'aide au développement française et européenne est inefficace, et donc ils doutent un peu de la sincérité des pays européens à vouloir les aider.
ils mettent en cause l'aide apportée parce que cette aide ne les a pas sortis de leurs difficultés. Même chose pour l'aide militaire, n'est-ce pas? Les djihadistes et l'insécurité a augmenté malgré l'aide militaire de Barkhane, l'aide militaire occidentale, française en particulier, et européenne aussi. Et donc, ils accusent tous ceux qui les aident d'être coupables de leurs difficultés. Alors maintenant, ils vont voir que les Russes n'ont pas de solution non plus. Donc dans quelques années, il est probable qu'ils vont se retourner vers la France de nouveau. Et ils vont, parce que la France finalement et l'Europe sont les seuls pays qui peuvent les aider concrètement, n'est-ce pas? Et qui ont le souhait de les aider. Et donc je pense que la crise actuelle de désamour ou de sentiments anti-français est relativement passagère, mais ça va durer quelques années, je pense, au maximum, et que d'ici 2 ou 3 ans, je pense que les gouvernements anti-français actuels au Mali, au Burkina Faso, et probablement au Niger, vont changer de politique étrangère et vont chercher de nouveau à se rapprocher de la France et de l'Europe. Alors, très concrètement, la France a éventuellement des intérêts très prosaïques au Niger. Le Niger est riche en uranium. C'est Orano qui exploite l'uranium du pays, EDF ayant besoin de 8000 tonnes d'uranium naturel par an pour ses 18 centrales. Bon, 20% a été importé au Niger sur la dernière décennie. Et les Nigériens accusent la France, concrètement, de ne pas en voir la couleur, enfin, le résultat. Le système actuel, pardonnez-moi une question très à brûle-pourpoint, est-il, comme le disent les habitants, un système d'exploitation qui pénalise les plus pauvres, ou y a-t-il une voie alternative qui pourrait satisfaire à la fois la France et les populations locales? Alors, cette idée de pillage et d'exploitation concernant l'uranium exploité par la société Orano, société française, ex-Areva, est fausse, évidemment. Le contrat est correct, l'uranium est payé au prix international en tenant compte des frais d'extraction. Donc il n'y a pas de pillage. Au contraire, le Niger a besoin que Orano ouvre de nouvelles mines, augmente son activité. Et ceci est indépendant de la politique. Je pense que même si le gouvernement du Niger devient clairement anti-français dans les mois qui viennent, n'est-ce pas? Eh bien, ils chercheront à garder Orano parce qu'ils ont besoin d'exporter leur uranium et ce n'est pas facile de trouver d'autres sociétés prêtes à investir au Niger. Le seul risque, ce n'est pas le sentiment anti-français ou la politique anti-française. Le seul risque pour le Niger, ce sont les djihadistes. C'est le fait que le territoire du Niger risque d'être hors contrôle du gouvernement nigérien. Et le reste, le territoire du Niger, risque d'être contrôlé par des terroristes et des mouvements djihadistes affiliés à l'État islamique ou à Al-Qaïda. Et à ce moment-là, l'exploitation de l'uranium du Niger sera en péril. Et personne n'aura envie d'aller exploiter l'uranium du Niger si ce scénario se produit. Et ce scénario est malheureusement devenu assez probable. Et donc, le risque n'est pas de nature diplomatique, le risque est de nature sécuritaire. Si les groupes terroristes s'emparent des régions dans lesquelles est exploité l'uranium, personne n'exploitera l'uranium, et donc le Niger perdra les recettes venant de l'uranium et le Niger s'appauvrira. Mais la principale ressource du Niger, c'est pas maintenant l'uranium, c'est le pétrole qui est exploité par la Chine. Mais là aussi, ça devrait commencer normalement à l'automne. Il y a un oléoduc qui a été construit par la Chine qui va du Niger au Bénin. Et cet oléoduc, il doit entrer en fonction au mois de septembre-octobre. Mais si la situation continue de se dégrader, les Chinois vont perdre cet investissement. Ils ont investi près de 5 milliards de dollars pour construire cet oléoduc. Donc les Chinois sont beaucoup plus menacés que les Français sur le plan économique au Niger. Je rappelle que pour l'uranium, le Niger fournit 4% seulement de la production mondiale. 4%, donc très peu. Le principal producteur d'uranium dans le monde, c'est le Kazakhstan, avec l'Australie, l'Ouzbékistan, le Canada.
Et donc, la France n'a pas absolument besoin de l'uranium du Niger. Nous, si on perd l'uranium du Niger, à cause des djihadistes, eh bien, c'est pas une catastrophe pour la France. C'est une catastrophe pour le Niger, mais pas pour la France. Le regard de la France, justement, semble évoluer vis-à-vis de l'Afrique subsaharienne. Nous le disions, la France a perdu sa place dans un certain nombre de pays. Mais plus largement, monsieur l'ambassadeur, avons-nous perdu une compréhension de l'Afrique ? D'ailleurs, je note qu'au passage, le Canard enchaîné, début août, a relevé qu'Emmanuel Macron avait taclé Bernard Emié, le patron de la DGSE, en déclarant « Après le Mali, le Niger, ça fait beaucoup ». Y a-t-il un manque aujourd'hui ou des erreurs en France, voire même à l'Élysée ? Alors, je ne pense pas qu'il y ait eu des erreurs de la DGSE, parce que d'abord, on était prêt à intervenir juste après le coup d'État. Et c'est le président Bazoum qui n'a pas voulu d'intervention militaire de l'armée aidée par la France. Quant à prévoir le coup d'État, ça ne sert à rien. Je veux dire, si on avait prévu, en lisant en quelque sorte les pensées du général Tiani quelques jours, on n'aurait pas pu empêcher le général Tiani de faire son coup d'État. Donc on savait que la situation était fragile, mais c'est au président du Niger de gérer cette situation. Ce n'est pas à la France de gérer de loin une situation dangereuse et où il y a des risques de coup d'État. On ne peut pas empêcher des coups d'État par le renseignement simplement. Voilà. Alors maintenant, la France, elle n'est pas attachée, elle n'a pas d'intérêt très important dans cette région du Sahel. On est dans cette région du Sahel pour deux raisons, n'est-ce pas ? Empêcher l'extension du terrorisme international. Il se trouve que le Sahel a pris un peu le relais du Moyen-Orient et est devenu aujourd'hui le foyer principal du développement du terrorisme international. Lorsque les pays africains nous demandent une aide, c'est normal que la France cherche à aider, à apaiser cette situation sécuritaire, parce qu'il peut y avoir des retombées sur l'Europe et sur la France. Pour l'instant, il n'y en a pas, il faut le reconnaître. Il y a des retombées venant du Moyen-Orient, il y a eu du terrorisme en France d'inspiration du Moyen-Orient, il n'y en a jamais eu d'inspiration du Sahel. Mais en quelques années, si le Sahel devient une zone de trouble très importante, et si Daesh, l'État islamique, parvient à s'installer véritablement au Sahel, il y aura un risque pour l'Europe. Donc l'Europe et la France sont intéressées à la stabilité du Sahel. Il y a aussi un autre risque, ce sont des flux migratoires, n'est-ce pas ? Mais en général, la population du Sahel est trop pauvre pour émigrer. Pour émigrer, il faut quand même des ressources. Et les gens sont vraiment très pauvres. C'est la région la plus pauvre du monde. Et donc le risque migratoire, il est plus pour les États de la région, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal et les pays côtiers, n'est-ce pas, que pour la France. Mais enfin, il faut quand même aussi éviter une catastrophe humanitaire. Voilà. Maintenant, les risques économiques sont très faibles. Les pays de cette région représente très peu pour l'économie française. Les 14 pays francophones ou les 14 pays membres de la zone franc font moins de 1% du commerce extérieur de la France, n'est-ce pas ? Vous avez évoqué, monsieur l'ambassadeur, les pensées du général Tiani. Même si nous les avions eues sous la main, il aurait été impossible, selon vous, d'empêcher le coup d'État. Volker Türk, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, a fustigé un putsch pris sur un coup de tête. Je vous demande cela, enfin je parle de cela parce qu'il semblerait que, en fait, là, le Niger concentre les maux de l'Afrique. Alors démographique notamment, vous avez esquissé la question. La population du Niger est de 25 millions d'habitants et pourrait atteindre, même si c'est un scénario quand même difficile à envisager en raison de flux migratoires, 80 millions de personnes en 2050. Les militaires ne semblent pas avoir un projet politique viable. Comment pourraient-ils briser le cycle infernal du pays et empêcher une contagion régionale que vous venez d'évoquer ? Ont-ils les cartes en main, selon vous ? Alors, ils n'ont pas les cartes en main. Le général Tiani n'a aucune carte en main parce qu'il est en train de se couper de tous les partenaires du Niger. Le président Bazoum avait des cartes en main. C'était un homme très lucide, très énergique et très pragmatique. Il avait compris que le Niger ne pouvait pas s'en sortir sans une aide très importante
de ses partenaires, une aide économique, une aide financière et une aide militaire. L'Union européenne, avec un mécanisme qui s'appelle la Facilité européenne de paix, payait le rééquipement armes et munitions de l'armée du Niger. L'aide européenne est plus importante que l'aide française dans ces pays africains, il faut le savoir, n'est-ce pas? L'aide française est assez importante, mais moins que l'aide européenne. Donc, si le Niger se coupe de ses principaux partenaires, c'est une catastrophe, n'est-ce pas? Parce que à ce moment-là, il y a un appauvrissement général. Il y a un mécontentement général. Les djihadistes vont recruter de plus en plus de jeunes dans les zones rurales et les djihadistes gagnent du terrain. Ça a déjà commencé, n'est-ce pas? La seule solution, c'était une aide internationale très importante à ce pays très fragile. Le général Tiani se coupe de tout cela. Mais le général Tiani, le putschiste, il n'a pas de projet politique. Il défend un intérêt personnel dans cette affaire. C'est tout à fait clair. Et il n'a aucun moyen véritable d'aider son pays à se sortir de ses difficultés. Mais ce n'est même pas son projet. Son projet, je vous l'ai dit, c'est un projet personnel. C'est un homme qui s'est beaucoup enrichi dans ses fonctions, qui tient à garder sa fortune, qui tient à garder ses réseaux. Et donc, il a fait un putsch parce que ses intérêts personnels étaient menacés. Le président Bazoum commençait à lui demander des comptes. Jusqu'à présent, le général Tiani, qui était le chef de la garde présidentielle, était payé tous les mois selon ce qu'il demandait. C'était le système prévu par le prédécesseur du président Bazoum, le président Issoufou. Et le président Bazoum a voulu mettre de l'ordre dans ce système et empêcher la corruption. Et en fait, le président Bazoum, en ayant une politique de rigueur, a gêné un certain nombre de personnes qui se sont ralliées au putsch, n'est-ce pas? Un certain nombre de militaires profitaient du laxisme du système, d'une certaine corruption. Et le président Bazoum a voulu stopper ça et a voulu développer un pays avec un certain état de droit et une aide internationale. Et ceci dérange un certain nombre d'intérêts privés qui sont derrière les putschistes. Eh bien, un putsch pour des intérêts personnels menacés. Nicolas Normand, monsieur l'ambassadeur, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour vos avis, pour vos opinions, pour ces éclairages. Je remercie aussi les téléspectateurs de TV Liberté. N'oubliez pas surtout de partager et d'aimer cette vidéo et de parler de Choc du monde autour de vous, le nouveau magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. Bonne soirée à tous.